Bienvenue sur le podcast de Tout droit tout simple, le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Si vous aimez le podcast Tout droit tout simple, la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de le partager autour de vous et de laisser un avis avec plein d'étoiles. Merci et bonne écoute. Je vous ai proposé la semaine dernière le premier épisode d'une mini-série sur le legal design et le langage juridique clair. Et j'avais reçu Didier Kettels. Pour ce deuxième épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marie Potel, bien connue maintenant dans le monde du legal design, notamment en France. Marie a été avocate pendant une dizaine d'années avant de devenir directrice juridique. Et en 2018, elle a créé Hammurabi, une agence d'innovation juridique qui combine l'expertise juridique et des compétences de pointe en matière de design. Bonjour Marie, je suis ravie de t'accueillir pour ce 9e épisode du podcast Tout droit tout simple. Alors, je connais un peu ton parcours qui est très international et très impressionnant d'ailleurs. Et j'ai pu lire sur ton profil LinkedIn que l'objectif donc d'Hammurabi, qui est ton agence, était de rendre le droit accessible, applicable et beau. Alors, c'est un peu original de rapprocher un concept juridique et un terme d'esthétique. C'est peu courant, on va dire. Est-ce que c'est ce qui caractérise la spécificité de tes interventions ou de tes créations? Bonjour Delphine, d'abord, merci beaucoup pour ton invitation, je suis absolument ravie. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que alors c'est à la fois original et en même temps, c'est pas du tout nous au sein d'Hammurabi qui avons été à l'origine de ce rapprochement qui était sans doute inhabituel au début, mais ce rapprochement entre le droit et le design, il est né à l'origine à Stanford en 2014 à l'initiative de Margaret Hagan, qui a donc fondé le Legal Design Lab. Alors 2014, ça peut paraître très récent et en même temps, à l'échelle des transformations et de l'innovation, ça commence à avoir un petit peu de maturité finalement. Et ce qui est intéressant dans ce rapprochement, c'est que finalement, quand on regarde le droit avec un tout petit peu de recul de praticien, qu'on ait été avocat ou juriste en entreprise, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que le droit manque cruellement d'utilisabilité. C'est difficile d'utiliser le droit quand on n'est pas juriste, et même quand on est juriste, Même quand on l'est, oui. toujours évident. Pas toujours évident. Je pense notamment aux magistrats de l'ENM qu'on accompagne depuis un an. Ils sont confrontés parfois aux mêmes difficultés que des non-juristes. Et du coup, face à ce constat de manque assez cruel d'utilisabilité du droit, ce qui est très intéressant quand on rapproche le droit du design, c'est que justement, le design, il est obsédé par l'usage, par l'utilisabilité. Le design, c'est avant tout une démarche qui va être vraiment obsédée par le fait de créer des objets ou des artefacts ou peut-être même des documents pour un usage, dans un contexte d'usage et du coup pour des utilisateurs. Et ça va amener à s'interroger nécessairement sur quels sont les utilisateurs de cet artefact qu'on se propose de créer. Et c'est vraiment là où on va créer de la valeur. C'est-à-dire que c'est bien au-delà de la dimension esthétique qui est intéressante en tant que telle, il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais bien au-delà de cette dimension esthétique, l'utilisabilité de ce qu'on crée, c'est ça qui va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes dans l'univers du droit, dans les documents juridiques et dans la pratique du droit. Donc, c'est ce qu'on se propose de faire au sein d'Hammurabi. Finalement, notre approche de l'innovation juridique par le design, c'est résoudre des problèmes, c'est une méthode de résolution de problèmes en mettant l'usage du droit au cœur des préoccupations et du coup en mettant les utilisateurs du droit au centre de notre démarche. C'est vraiment ça le cœur de notre proposition, ce qui signifie que dans les adjectifs qu'on accole à notre activité qui est de rendre le droit accessible, actionnable et engageant, l'adjectif le plus important, c'est actionnable. Donc ça, c'est la finalité effectivement du legal design. Et toi, personnellement, c'est quoi, quelle a été ta démarche intellectuelle? Pourquoi tu t'es intéressée au legal design au point même d'en faire une thèse que je suis en train de lire d'ailleurs?
Tu es bien aimable avec moi. Écoute, ma démarche, en fait, elle est vraiment née de la pratique. Donc, c'est très, très lié à mon vécu. Donc moi, j'ai passé une dizaine d'années en cabinet où finalement, bah, on a cette posture d'expert. On se félicite d'avoir des clients sophistiqués qui, d'ailleurs, sont souvent d'anciens avocats. Donc, tout va bien parce qu'on est entre nous et On parle le heureusement, même on a langage. voilà. Et fort heureusement, on n'a pas à expliquer ce qu'on fait à des gens qui ne seraient pas aussi sachants que nous, parce que ce serait vraiment terrible d'avoir à le faire. Moi, je me souviens vraiment de ce mythe du client sophistiqué. Avec le recul, ça me fait mourir de rire, mais à l'époque, on était vraiment là-dedans. C'était complètement normal. Ça l'est peut-être toujours un petit peu dans, dans certains cabinets. Et en même temps, quand je suis passée en entreprise, moi, j'ai eu un petit choc parce que bah, déjà, j'aime le droit, et c'est une matière qui me motive profondément. Et bah, ça m'a un peu fait mal au cœur en passant en entreprise de voir à quel point le droit pouvait être malmené en interne, pouvait être mal aimé, mal compris, mal tout ce que tu veux. Ouais, ouais. Et c'est terrible parce que, Bah, moi, ouais, c'est vrai que je te rejoins sur ce point, je te coupe, excuse-moi, mais je moi, t'en j'ai prie. passé 15 ans en entreprise à non seulement faire du droit, mais à essayer de défendre la profession et d'expliquer notre rôle au sein de l'entreprise. Je te rejoins là-dessus. Quelle valeur on crée, parce que le droit, il est créateur de valeur. Le droit, c'est une matière plastique par nature, on a tendance à l'oublier, mais par définition, c'est plastique et évolutif. Et donc, moi, ça m'a vraiment fait mal au cœur de voir à quel point le droit pouvait être déconsidéré et du coup presque détourné de sa finalité, parce que quand tu te retrouves face à des programmes de conformité qui sont complètement vides de sens, où tu es dans le pur process, vraiment dans le cocher la case, dans tout ce que ça peut avoir de caricatural et de vain, on est dans la vacuité totale, bah, c'est désespérant parce que c'est très frustrant pour tes utilisateurs, tes clients internes, que, évidemment, enfin, à qui ça casse les pieds, évidemment, parce qu'en réalité, ça n'est pas conçu pour être lu. Euh, Comme le disait très bien Elizabeth Warren à propos des contrats de carte bleue, hein, It's Ouais. not designed to be read. Donc à partir de là, bah, évidemment, ça n'est pas lu, hein. C'est frustrant pour les juristes aussi, parce que, encore une fois, c'est une matière qu'on a choisie, qu'on aime, dont on connaît la valeur et qu'on n'arrive pas à faire passer finalement. Donc il y a des frustrations des deux côtés. Et in fine, moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est plus de risques juridiques dans cette déconsidération du droit, dans ce côté cocher la case, puisque personne finalement n'arrive à s'approprier ces contenus, bah, évidemment qu'ils ne sont pas appliqués, mais du coup, tu te crées véritablement des risques juridiques supplémentaires. Et donc, tu te détournes toi-même de ta mission, qui est précisément de gérer les risques et de les De gérer limiter. les risques, oui, et Donc, limiter au maximum. Oui. et donc, à un moment, tu as un truc assez absurde où, et moi, ça m'est vraiment, enfin, ça m'est arrivé, où j'étais voilà, face à des gens qui me disaient: «Ah non, mais on a fait notre job à partir du moment où on leur a donné la règle, puis après, ils se débrouillent». Ben non, ben non, ils ne se débrouillent pas. Si on est dans cet état d'esprit-là, on a tout perdu parce que non seulement Il n'y on a pas sait que ça ne sera pas d'exécution appliqué, derrière, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien, il n'y a pas de et formation, il n'y a pas. puis, on Oui. se déconsidère nous-mêmes. On admet qu'on ne sert à rien, donc ça, c'est inadmissible, inacceptable, hein, tout ce que Mm. tu veux. Et par C'est rapport in, à tout quoi. ça, c'est voilà. Et par rapport à tout ça, moi, j'ai eu finalement la chance de me retrouver, je me suis fait chasser pour monter une direction juridique à partir de zéro chez Estée Lauder en 2017. Et c'était excellent parce que je me suis retrouvée en 2017 à une époque où l'activité de ma boîte était en train de se digitaliser de façon complètement drastique. Le président de la région à qui je reportais nous avait donné pour mission à tous que 50% des ventes de l'entreprise soient digitales sous 2 ans, quand on était péniblement à 5 ou 10%, je ne sais plus, mais voilà, c'était vraiment pas grand-chose. Et en fait, ça supposait de transformer de façon assez radicale les méthodes de travail de tout le monde sous forme de cycles d'itération. En gros, des sprints de 3 semaines. Et donc, tout devait se faire par sprint de 3 semaines. Sauf que les outils du droit qu'on était censé appliquer, hein, essentiellement hérités du siège à New York, étaient des contrats ultra traditionnels
avec en plus le côté très américain, donc très long, très autoritaire, ces grosses clauses en majuscules, avec un paragraphe, une phrase qui fait un paragraphe entier on n'arrive même pas à lire sans reprendre son souffle, eh bien, ça impliquait que toute négociation prenne 6 mois pour la moindre chose, que ce soit un contrat d'influenceur, un contrat avec l'IT pour une nouvelle plateforme de try-on ou de ce que tu veux. Voilà, tout prenait 6 mois parce que les outils traditionnels du droit créaient en fait cet énorme décalage avec les besoins business. Et donc, il fallait essayer de rapprocher les bords, il fallait modifier les outils du droit, puisqu'on n'allait pas dévier les objectifs business, a priori. Et donc, moi, ça m'a poussée à explorer à la fois des outils alternatifs, parce que je me suis dit, peut-être que la résolution de ce problème peut passer par des outils où on va aller plus vite. Ça a fait partie de ma réflexion. Mais je me suis aussi intéressée à des méthodologies de travail différentes et des méthodologies de pratique du droit. J'ai commencé par explorer, pour être très honnête, la legal tech, parce que je me suis dit que la réponse allait peut-être être dans la legal tech. Surtout que j'avais une équipe assez réduite, donc j'avais aussi vraiment des problèmes d'efficacité pure. Et puis en explorant la legal tech, je suis tombée sur le legal design et je suis tombée sur le site de Margaret Egan. À partir de là, je me suis mise à dévorer son site. Je n'ai pas d'autre expression pour le dire. Je me suis vraiment plongée dedans et en plus, elle a une générosité incroyable, Margaret Egan, parce elle a testé tous les outils dont elle parle. Elle t'explique ce qui est bien pour tel cas d'usage, ce qui est moins bien pour tel autre, comment tu peux t'en servir. Enfin voilà, elle a cette capacité à inspirer et en même temps à être très très généreuse dans tout ce qu'elle met à disposition. Et moi, je suis ressortie de cette exploration avec beaucoup de questions et en même temps une envie folle d'expérimenter par moi-même, parce que je me suis dit, si ne serait-ce que 10% de ce qu'elle prétend est vrai, il faut essayer. On ne peut pas passer à côté. Et en même temps, beaucoup d'interrogations, parce que est-ce que c'est encore du droit? Est-ce que tu arrives à être aussi précis, aussi rigoureux juridiquement? Encore une fois, moi, j'aime profondément le droit, donc il ne s'agissait pas de faire un pas de côté et d'oublier toute ma technique contractuelle, tout ce qui fait ma colonne vertébrale en tant que juriste. Au contraire, c'était comment j'embarque toutes mes compétences, mais en résolvant les problèmes liés à la digitalisation du business. Donc, plein de questions, plein d'interrogations et en même temps, vraiment l'envie d'expérimenter. Et j'ai eu la grande chance d'être à Open Law à ce moment-là, et j'y suis bien sûr toujours. Et lors d'une des sessions d'Open Law, et je remercierai jamais assez Soumi Saint-Auguste pour ne citer qu'elle, Soumi nous parle du Legal Design Summit à Helsinki, qui se préparait quelques mois plus tard. Et là, je me dis, mais incroyable, ça veut dire qu'au moment où on se parle, il y a des gens, certes en Finlande, un tout petit peu loin, mais quand même, il y a des gens qui vont partager toutes leurs expérimentations. Ils ont combiné le design et le droit, ils vont partager tout ça. Et en plus, il y a une Brain Factory avant, qui est une sorte de hackathon en 48 heures, avec un appel à candidature pour ceux que ça intéresse, pour pratiquer avant le sommet. Je me dis, mais il faut y aller, évidemment. Alors, je prends des jours off pour faire le hackathon. Et le hackathon, ça consistait en quoi alors? Alors, le hackathon, on était répartis en équipes pluridisciplinaires. Donc, il y avait des juristes, des designers, des développeurs, coachés par des experts en design de l'agence Hellon, qui est une grande agence de design en Finlande. Et on avait chacun un projet avec évidemment voilà, un problème à résoudre, une proposition de méthodologie fondée sur voilà, des supports méthodologiques qu'avait fourni l'agence de design Hellon, et puis des coachs, et puis 48 heures pour faire tout ça. Alors, un énorme challenge, d'abord parce que je me suis retrouvée avec des filles deux fois plus jeunes que moi. C'était pas complètement évident. Mais très vite, je me rends compte que la méthodologie de Hellon, qui sont des gens ultra, ultra compétents, me permet de dépasser mes propres limites. Dans le sens où, à un moment, voilà, on faisait un brainstorming, je pensais avoir vraiment sorti toutes les idées qui pouvaient être en moi. Et puis, par leur technique
technique particulière à ce moment-là. Ils ont fait un round robin, donc en fait, c'est une espèce de tour de table où tu dois rebondir sur l'idée de ton voisin à chaque fois et l'enrichir. Et ben, grâce à cette technique-là, à ce moment-là, j'arrive à sortir encore des idées nouvelles. Alors, j'étais persuadée d'avoir vraiment tout épuisé. Et donc là, déjà, je sens qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Et puis, il y a un deuxième déclic à la fin des 48 heures où on présente notre premier prototype, où je vois le résultat que ça peut donner. Alors, ça n'est qu'un prototype, hein. En 48 heures, ce n'est pas parfait, ce n'est pas censé l'être, mais ça existe. Il y a énormément de résolution de problèmes à l'intérieur. On arrive à mesurer, à commencer à mesurer un peu la valeur que ça peut avoir. Et je ressors de là en me disant, mais voilà, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Je retourne à Paris parce que j'avais un board. Là. Ensuite, je reprends l'avion pour Helsinki parce que 2 jours plus tard, il y avait le sommet. Et au moment où je reviens à Helsinki, je revois les gens de la Brain Factory et j'ai un sentiment d'être à la maison. D'avoir trouvé ma famille professionnelle. En si peu de temps, ça paraît... ouais, je te vois sourire et je comprends, Ah ouais, mais ça je trouve ça paraît génial. assez naïf. C'est assez naïf et en même temps, ça a vraiment été ce que j'ai ressenti sur ce moment-là. Je me suis dit, Ouais, OK, c'est bon, j'ai mis du temps, mais ça y est, j'ai trouvé. c'est ça. Voilà, ça a été dur, mais ça y est. Alors, à partir de là, évidemment, tout n'était pas résolu, loin de là, puisque ensuite, je suis retournée dans ma direction juridique. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse des vrais projets, hein, pas juste des hackathons. Et donc, je m'y suis mise avec complètement les moyens du bord, puisque zéro budget, hein, par définition. Hein, tant que tu n'as pas prouvé la valeur de quoi que ce soit, hein, tu n'as pas de budget et c'est normal. Donc là, je me débrouille, moyen du bord, je prends une graphiste en freelance, vraiment système D. Je m'appuie aussi sur ma compétence de base qui est le droit de la concurrence. C'est-à-dire que je me mets dans ma zone de confort, le droit de la concurrence, et je fais une formation en droit de la concurrence, vraiment ce que je maîtrise totalement sur le fond. Et je le fais avec la méthodologie de Margaret Egan, cette graphiste que je prends en freelance. Et je vois que malgré toute la maladresse de ce premier projet, le côté moyen du bord et tout, à la fin de la formation, il y a plusieurs participants qui viennent me voir en me disant « Marie, c'est incroyable, moi je ne savais pas que le droit, ça pouvait être comme ça. Est-ce que tu peux former mes équipes ?» Le droit de la concurrence, évidemment, c'est une contrainte. Normalement, ça casse les pieds de tout le monde, hein, quand tu expliques ça aux opérationnels. Voilà. Au mieux, ils t'écoutent poliment, vraiment dans le meilleur des cas. Donc là, elle Et là, voulait élargir la formation à ils toutes voulaient toutes élargir la les... formation à leurs équipes. Et là, je me suis dit, c'est vraiment, il se passe un truc parce que moi, j'avais jamais eu ça, que ce soit en cabinet ou en entreprise. Ouais. Personne m'avait demandé de faire plus Oui, d'heures en de général, ils sont formation. Tu vois. contents d'avoir fini et puis voilà, quoi, hein, Exactement, ils s'échappent à la première occasion quand ils font pas autre chose pendant le truc. Donc ça a vraiment, je me suis dit, là, il y a un signal très encourageant, il faut persévérer. Du coup, je monte un deuxième projet avec un appui au sein de la direction digitale, puisqu'évidemment, il y avait des moyens mis au sein de la direction digitale compte tenu des objectifs business. Et là, je fais un partenariat avec eux. Du coup, c'est un peu leur budget. Et avec ce petit budget qui m'alloue, je vais chercher un expert en design thinking pour faire de la résolution de problèmes pour un truc tout bête, hein, qui était comment est-ce qu'on améliore le processus des conditions générales de vente sur nos sites pour 30 marques dans 30 juridictions. Alors, ce n'est pas bien compliqué, les conditions générales de vente en tant que telles, sauf que quand il faut les décliner pour 30 marques et dans 30 juridictions et que tout ça doit se faire tous les ans, voire tous les 6 mois parce que tout change, en fait, c'est une espèce de tannée et une perte de temps hallucinante et une perte Pour l'avoir d'efficacité. vécu, je confirme. Et là, donc, ce prestataire applique la méthodologie, ils ont un expert en legal ops, ils me font un benchmark des outils, et avec cette méthodologie de centrage utilisateur, hein, donc on fait un atelier utilisateur donc avec toutes les parties prenantes, je vois comment ça fonctionne, je vois que les gens répondent présents à l'atelier, sont contents qu'on leur demande leur Leur avis? avis Oui. et leurs besoins et leurs attentes et leurs frustrations. Ils sont heureux de partager ça. Personne ne leur demande ça autrement. Et tout ça aboutit à la co-création d'un nouveau process. Et ça, c'est très important, la dimension de co-création, parce que ça veut dire adoption fluide derrière du nouveau process, au lieu de pousser frénétiquement un truc supposé génial, mais que personne n'a envie d'appliquer.
Donc ça, c'est très puissant. Et puis, voilà, on choisit un outil qui va correspondre à ce nouveau processus co-créé et aux besoins exprimés. Et ça marche super bien et j'arrive à dégager des KPIs de temps gagné, de valeur créée, de sécurisation juridique aussi, parce que ça limite les erreurs. Et avec ces KPIs, je finance mon troisième projet, qui est la Privacy Policy Group, puisqu'on est quelques mois avant l'entrée en vigueur du RGPD. Et j'ai reçu d'un cabinet bruxellois que je ne nommerai pas, une espèce de chose totalement illisible. Ils entendent nous faire mettre sur notre site et c'est vraiment pas possible. Non, mais voilà, avec mon DPO, on a regardé le machin et on s'est dit, OK, manifestement, ils sont passés à côté de l'article 12 du RGPD parce qu'il y a quand même le mot accessible dedans, il y a quand même le mot clair et là, vraiment, ils ont loupé un truc. Du coup, on se dit, c'est une opportunité, génial, on va faire un projet. On prend de nouveau un prestataire, en l'occurrence c'est DOT, agence de legal design finlandaise. Ça se passe extrêmement bien. On a un livrable qui est adopté par le siège, alors qu'une innovation qui vient d'une filiale, l'Europe en l'occurrence, par rapport au siège à New York, c'est jamais hyper bien considéré, mais ils trouvent ça suffisamment bien pour l'adopter. Et après ça, je me retrouve un peu à la croisée des chemins parce que je vois la valeur que ça crée, je vois les problèmes que ça résout. Et en même temps, je me rends bien compte que si je reste dans ma direction juridique, je ne pourrais pas faire que ça. Ça sera un à côté, ça sera du plus, ça sera un peu la cerise sur le gâteau, mais ça ne sera pas ma pratique quotidienne. C'est juste pas possible. Je ne peux pas faire que des projets de legal design. Ouais. Ce sera 10% ou 15% de ton temps, si tout va bien. Voilà. Et du coup, je m'interroge beaucoup et en même temps, il y a à la fois les besoins de mes clients et qui demandent plus de ces projets. Et puis, il y a ma satisfaction personnelle à pratiquer le droit différemment et j'arrive plus à faire comme avant, en fait. La décision, elle a été simple à prendre parce que juste basiquement, je ne pouvais pas revenir en arrière. Ouais. Voilà. Et du coup, je monte ma boîte. Et du coup, tu montes à Moabi. Et est-ce qu'au lancement d'Amourabi, tu as rencontré des réfractaires et qu'est-ce qu'ils te disaient? Est-ce que ça, voilà, est-ce que ça... Alors, en fait, moi, j'ai eu l'immense chance quand je monte ma boîte toute seule au début, avec l'appui de Dot en Finlande, mais voilà, à Paris, j'étais seule. J'ai eu l'immense chance d'avoir immédiatement des clients qui viennent à moi, et pas par mon réseau, hein, des gens que je ne connaissais pas, qui viennent à moi, parce qu'en fait, ils attendaient qu'un prestataire arrive en France. Et du coup, je n'ai pas du tout ce problème d'avoir à convaincre, d'avoir à évangéliser, parce que très vite, des directions juridiques viennent me voir avec des projets plutôt chouettes, et donc très vite, ça s'enclenche. Là où ça a pu être plus... où il y a pu y avoir plus de friction, on va dire, c'est tous les cabinets d'avocats qui, à peu près un an plus tard, pas immédiatement, mais à peu près un an plus tard, beaucoup de cabinets d'avocats me contactent pour me demander de présenter ce que je fais en général à leur board. Voilà. Et là, c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Ils ne comprennent pas. Ils sont à la fois en demande, mais pas trop. Ils aimeraient bien pouvoir, plutôt que changer leur méthode de travail, ce serait tellement mieux si on pouvait appuyer sur un bouton, avoir un outil magique qui résoudrait les problèmes, mais certainement pas changer soi-même. Donc ils sont plus dans la legal tech alors. Ouais, ils sont beaucoup. plus en recherche d'outils digitaux, Ouais. tu penses? Donc c'est vrai que j'ai assez vite arrêté de répondre aux sollicitations des cabinets parce que je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme et de générosité. C'était compliqué, on va dire comme ça. Donc voilà, j'ai pas et puis j'avais pas besoin de persévérer en fait dans cette voie-là parce que en fait très vite j'étais submergée de projets par les directions juridiques et les directions de l'innovation qui nous contactaient. Donc j'ai pas vraiment eu besoin de ça. Alors il y a eu un retournement de situation majeur par rapport au cabinet d'avocats 2 ans plus tard à peu près. Non, c'était quand? C'était en 2019, fin 2019, on a eu l'immense chance d'être contactés pour designer des conclusions dans une action de groupe.
évidemment pour le défendeur. Fantastique opportunité. Et là, on a travaillé avec 2 cabinets d'avocats américains, en l'occurrence, extrêmement sérieux et solides. Et ça a été une expérience géniale. Donc ça, voilà, c'est un Voilà. retournement assez majeur. Accessoirement, le design des conclusions, c'est absolument génial. Moi, j'ai pris un plaisir fou à faire ça, à la fois mettre en page des conclusions en ayant le juge comme utilisateur, donc en essayant de lui redonner le temps qu'il n'a pas, l'espace mental qu'il n'a pas, de l'oxygène mental par la mise en page. C'est ça aussi un travail de designer. Mm. Et puis, faire de la visualisation des faiblesses de l'argumentation adverse, par exemple, c'est absolument génial. Ah bah ouais. Euh, de la data vise sur des éléments de preuve quand elles sont extrêmement volumineuses. Évidemment, dans une action de groupe, ça fait beaucoup de sens, hein, parce qu'au lieu d'avoir un énorme paquet de pièces à éplucher, une data vise qui fait remonter la substantifique moelle des éléments de preuve, c'est hyper précieux. Des lignes du temps, bien sûr, parce que les éléments de procédure se visualisent extrêmement bien. Voilà. Et d'ailleurs, on travaille beaucoup avec l'ENM depuis 1 an à peu près, et on accompagne les magistrats formateurs de l'ENM sur l'ingénierie pédagogique. Donc voilà, D'accord. il y a une vraie Bon, là, tu logique. nous as donné envie de voir ce que ça donne dans des conclusions, hein. On a bien entendu cette envie et ce besoin, parce que tu n'es pas la première à Ah bah être… ça, je me doute bien. voilà. Et du coup, on a fait une version non confidentielle, alors qui est très, très modifiée par rapport à l'original, parce que si on avait laissé ne serait-ce que la matière concernée, ça aurait été quand même assez facile de deviner le client, parce que bon, les actions de groupe, il n'y en a quand même pas Ouais, il n'y en a 150. pas beaucoup. Et donc, on est allé très, très loin dans les modifications que l'on a faites pour confidentialiser ce contenu, mais ça donne quand même une petite idée, et Une c'est sur idée. notre site. Mm. Donc voilà, avis Eh aux ben, allez futurs curieux. voir sur le site d'Amourabi si vous voulez avoir une idée de ça, parce que ça va être très intéressant. Alors, du coup, chez Amourabi, de qui tu t'es entouré? Parce que j'imagine que la collaboration des profils et des expertises, c'est la clé du succès. Dans le legal design, il y a Exactement. bien sûr le legal, mais il y a le design. Et comme dit Exactement. Margaret Hagan, c'est l'interdisciplinarité qui est Exactement. la règle, en fait. Exactement, ça c'est fondamental. Il ne s'agit absolument pas de rendre les juristes plus ou moins designers, ou de transformer les designers en pseudo-sachants en droit. C'est absolument pas le but. Au contraire, on est chacun bien sur nos expertises, et ça demande des très bons experts de chaque discipline. Et c'est la valeur que l'on crée, elle naît de la pluridisciplinarité. C'est exactement ça. Donc au sein d'Amourabi, il y a évidemment des designers. Alors, designer graphique, designer de service, designer UX, hein, il y a toutes les palettes du design, bien sûr, puisqu'il n'y a pas du tout que le design graphique, même si c'est intéressant et engageant en tant que tel. Il y a évidemment des juristes très solides techniquement, en particulier en technique contractuelle, pas mal en compliance aussi, pas mal en données personnelles, parce que les données perso, c'est à peu près 1/3 de notre activité. Sachant qu'on s'appuie évidemment aussi toujours sur nos clients, hein, puisque nous, on n'est pas un cabinet d'avocats, on ne délivre pas d'expertise juridique en tant que telle. En revanche, pour assurer que l'on ne va pas changer la portée du document qui nous est confié, il faut avoir cette expertise juridique Ouais. pour travailler à droit constant quelque part par rapport au document d'origine. Et puis, au fur et à mesure des projets, on s'est rendu compte qu'il y avait à la fois une dimension de facilitation du changement qui était très prégnante, et qu'il fallait du coup qu'on s'entoure de compétences supplémentaires dans ce domaine-là en particulier. Donc, on est très, très heureux de collaborer avec Dominique Ashby, qui est une experte de la gestion du changement par les neurosciences. On collabore avec Dominique depuis 2 ans à peu près, avec beaucoup de succès, notamment dans un projet pour Orange, qui a vraiment eu des résultats fantastiques. Et donc, les neurosciences, c'est extrêmement important dans notre démarche, parce que finalement, quand on est à la fac de droit, moi, j'ai le sentiment a posteriori que on passe à côté de très nombreuses disciplines qui pourraient être des leviers d'efficacité du droit. En fait, on se prive de leviers d'efficacité. Et c'est terriblement dommage, parce que, pour ne citer que les neurosciences, mais il y a d'autres leviers. Oui, il y a la psychologie, il y a la Bien sûr, traduction, il y a… Oui. bien sûr, bien sûr. La sociologie, tu l'as dit. En tout cas, pour ce qui est des neurosciences, c'est absolument fondamental quand on fait un métier
de conviction, hein, parce que qu'on ait à convaincre un juge ou des interlocuteurs en interne, ça reste ça. Quand on fait un métier de conviction, pouvoir avoir une meilleure compréhension de la façon dont le cerveau va capter l'information, qu'est-ce qu'il va retenir, Retenir. où le cerveau va mettre son énergie pour peut-être agir par réflexe et ne pas lire du tout, ou au contraire, mettre un peu d'attention pour résoudre un problème, bah, c'est fondamental. Ouais, où Parce est-ce que, que ses yeux vont aller dans mais un... oui, Ouais. Oui, comment oui, tout l'œil ça. capte, comment ça remonte au cerveau, c'est fondamental si tu veux lutter contre un fléau mondial qui est le blind signing des privacy policy, par exemple. Mm. C'est un fléau par rapport au consentement informé, au consentement éclairé qui est requis dans le RGPD, mais de Mais façon même plus maintenant, large. avec enfin, j'allais dire malgré le RGPD, Oui, c'est soit précoché, ça- soit on coche de toute façon parce que exactement. sinon on n'a pas accès. Donc il n'y a même Et plus cette lecture du tout. exactement. Et donc, c'est un problème juridique parce que tu n'as pas le caractère éclairé du consentement, donc tu te mets en risque, mais c'est aussi un fléau. Il y a un rapport très intéressant de l'OCDE en 2018 ou 19, je ne sais plus, qui pose le postulat que l'opacité de l'information en ligne, liée au fait que les conditions générales en ligne, les privacy policy en ligne ne sont pas du tout compréhensibles et ne sont pas faites pour ça, l'opacité que ça crée devient une menace pour l'économie de marché. Alors pourquoi il dit ça? Parce qu'il considère que l'économie de marché, c'est censé être le modèle qui produit les meilleurs bénéfices pour les citoyens, pour les consommateurs, à un certain nombre de conditions. Hein, ce n'est pas dans l'absolu. Il y a un certain nombre de conditions pour que cette affirmation soit vraie. Parmi ces conditions, il y a la concurrence pure et parfaite, l'absence de barrière à l'entrée, etc. Et la transparence et l'exhaustivité de l'information. Et ils vont jusqu'à affirmer que si tu n'as pas cette transparence, cette exhaustivité de l'info, ça peut remettre en cause le modèle même de l'économie de marché en tant que en tant que modèle capable de rendre les meilleurs bénéfices. Donc, ça va hyper loin. Et nous, moi, quand j'ai découvert ça pendant mes recherches pour ma thèse professionnelle à l'ENSI, ça m'a vachement bousculée, en fait. Je Mm. n'étais pas bien en lisant ça. Ouais, Euh, ouais, c'est bah, je c'est comprends parce que assez, c'est ça assez fait frissonner un effrayant, en peu. fait. Oui. C'est assez effrayant, surtout quand tu lis d'autres études qui t'expliquent que le cerveau a été entraîné à ne pas lire des contenus juridiques écrits sur un style autoritaire et en petits caractères. C'est un peu Donc tout flippant, ce que en tu fait. produis depuis 20 ans, personne ne le Mais lit en c'est ça, fait. non mais c'est ça, avec une part de responsabilité personnelle aussi. Enfin, tu vois, on peut, Mm. enfin, voilà, c'est assez dérangeant. La bonne nouvelle par rapport à ce constat, c'est que c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que il faut se souvenir sans doute que le droit, en réalité, est une matière plastique. Il n'y a aucune loi qui impose que le droit soit incompréhensible. Ça n'existe pas. Ouais. Je connais en revanche plein de lois qui imposent un standard de clarté et d'accessibilité plus élevé dans un certain nombre de domaines. Mm. Donc, si on revient aux fondamentaux du droit en tant que euh, matériau qui sert aux femmes et aux hommes à vivre en société, si on pose ça comme une des définitions possibles, euh, alors évidemment que le droit doit prendre toutes les formes et les contenus juridiques doivent prendre toutes les formes qui permettent cette fonction et Oui, en donc fait, être c'est ça, plastique dans la forme. c'est la finalité du legal design, c'est vraiment de renforcer l'efficience du droit en le rendant plus intelligible. En fait, c'est ça le. Exactement, exactement, Ouais. plus intelligible et en lui permettant de prendre toutes les formes qui vont lui permettre de remplir sa fonction. Et ça peut être une app, ça peut être euh, quelque chose de très tangible, ça peut être un flyer que tu tiens dans ta main, ça peut être un contrat, un bon vieux contrat Word, ça peut aussi être Mm. ça. Ça peut être un outil de recherche comme ce qu'on est en train de créer avec le FEF Dalloz. Il y a plein de formes que ça peut prendre. Oui, donc Mais en fait, quelle que soit la complexité du sujet de départ, peu importe, on peut le rendre avec la forme et le fond accessible. C'est ça en fait. exactement, exactement. Et une bonne partie de notre travail consiste à
trouver la forme du document juridique en question qui va lui permettre de remplir sa fonction. Il y a du travail, mais moi je trouve ça génial parce que c'est une des opportunités, mais immenses, qui s'offrent devant nous pour rendre vraiment le droit accessible. Et du coup, peut-être pour rendre aussi les juristes un peu plus aussi eux accessibles. Exactement. Et il y a une dimension qui satisfait beaucoup les juristes, à juste titre, c'est tout le côté mesure de la valeur de ce que l'on fait. Les juristes adorent les KPIs, j'en fais partie, et ça nous a amené en fait à monter un lab de user testing. On s'est entouré d'une docteure en neurosciences qui s'appelle Mathilde Darocha, qui nous a accompagnés sur la définition de cette méthodologie qui permet de mesurer la valeur de ce que l'on crée. À chaque fois, dans chaque projet, on s'inspire des meilleurs standards internationaux et des auteurs qui font vraiment autorité en la matière, et on transpose ces critères aux documents juridiques et on va mesurer, par exemple, l'utilisabilité de ce que l'on crée, l'acceptabilité de ce que l'on crée. Évidemment, la compréhensibilité, ça c'est fondamental. Donc voilà, il y a plein de facettes de l'efficacité qu'on va mesurer avec des méthodes ultra objectives, et ça nous permet d'avoir des indicateurs ultra précis de la valeur que l'on crée. Et ça, c'est une grande source de satisfaction pour les juristes en général. Oui, ça ne m'étonne pas. Alors, là, c'est une autre question, mais selon toi, comment on peut, alors je sais que un juriste ne sera pas designer et inversement, mais selon toi, comment on peut se former au mieux au legal design? Par où commencer en fait? Si un juriste veut commencer à se former un peu, par où il Alors, commence? Qu'est-ce qu'il fait? moi, je peux vraiment que recommander comme point de départ le Legal Design Lab de Margaret Egan. C'est extrêmement bien fait, c'est une mine de ressources, de concret, d'accès à la justice aussi, donc c'est très inspirant. Donc Donc vraiment, c'est un point de départ. c'est un site web et un livre, c'est ça? C'est le site à Stanford Oui. voilà, que Margaret Ah Egan non, a son créé. livre, c'est Law by Design, c'est ça? Exactement. Son livre, c'est Law D'accord. by Design, complètement accessible en ligne, totalement gratuitement. Son site, c'est le Legal Design Lab. Ça, c'est un excellent point de départ. Je dirais que pour le niveau d'après, moi, je conseille beaucoup un ouvrage collectif qui a été conçu par voilà, un collectif des meilleurs spécialistes en design thinking de par le monde, en gros, qui s'appelle This is Service Design Doing Now, je crois. Le titre est un peu long, mais l'ouvrage est pareil, c'est magnifique parce qu'il y a à la fois beaucoup de méthodologie. Donc là, on est vraiment sur une méthode design thinking, on va dire classique, mais c'est ultra pratique avec à chaque fois des témoignages de gens qui ont expérimenté, des conseils ultra pratiques, vraiment des tips, et puis des cas d'usage ou des cas d'usage réels, hein, où on voit ce qui a été fait, quels résultats ça a pu générer. Ça, D'accord. c'est une mine d'or. C'est un peu la deuxième étape. Il ne faut Deuxième pas étape. forcément commencer par là. C'est peut-être un peu ardu en premier abord, mais c'est vraiment fondamental pour structurer la méthode. Et puis, alors, je ne veux pas prêcher pour mon école, mais, mais moi, ce que je peux partager en revanche, c'est que donc moi, j'ai fait le master Innovation by Design à l'ENSI. L'ENSI, c'est une grande école de design à Paris, l'École nationale supérieure de la création industrielle. Et alors, ça n'a pas du tout vocation à former des designers, hein, que ce soit clair. C'est un master Innovation by Design qui s'adresse à des non-designers qui ne vont pas devenir designers à la fin de ça, mais qui vont mieux comprendre la façon de penser en designer et qui vont être capables de collaborer avec des designers pour mener des projets d'innovation par le design. En gros, c'est ça. D'accord. Et c'est ça que tu appelles le design thinking? Parce qu'on entend beaucoup cette expression design thinking. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu? Alors, l'ENSI se départit de cette Oui, oui, terminologie, hein, donc je ne veux pas du tout les associer à ça parce que pour le coup, enfin, certains, en tout cas professeurs, sont un peu remontés contre le design d'accord. thinking. En fait, bah, si on veut être très simple, en théorie, le design thinking, c'est l'application de la pensée design à autre chose que la création des objets, hein, puisque la méthode de design, normalement,
à l'origine, en tout cas, pas forcément normalement, mais à l'origine, ça servait plutôt à créer des objets. Et le design thinking, ça va être l'application de la pensée design plutôt à des services, du coup, plutôt dans une optique de résolution de problèmes. Ça fait un peu polémique parmi les designers et voilà, j'ai beaucoup de respect pour les designers, donc voilà, je m'abstiens complètement de tout jugement de valeur. Ce que je peux juste faire, c'est me faire un tout petit peu le porte-parole de ce que les designers reprochent au design thinking, de ce que je comprends. Euh, pour eux, le risque, c'est le design sans designer. C'est-à-dire que c'est une méthodologie qui a été un peu... que les consultants, beaucoup de cabinets de consulting se sont appropriés euh, au point où bah voilà, c'est devenu un truc de consultant, mais sans designer. Et Ah, du coup, d'accord. bah, quelle est la place du designer dans le design thinking et à quel moment c'est encore du design et pas juste une méthode pour vendre des projets voilà. Enfin, Oui, parce que je c'est résume, un hein. terme qu'on emploie, enfin qu'on entend beaucoup, effectivement, et qui devient un peu, alors je sais pas si on peut dire galvaudé, mais on comprend pas, on comprend plus très bien On comprend, son voilà, on comprend sens. pas toujours exactement. Alors, c'est pas nouveau du tout, le design thinking, hein, ça a plusieurs décennies. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu observer qu'il y a pas mal de designers qui sont assez critiques envers le design thinking parce que finalement, c'est devenu un peu un truc de consultant pour vendre des projets et sans designer. Je pense que, enfin, nous, on veut pas rentrer dans ces... Voilà, on n'est pas du tout légitime pour prendre parti de quelque manière que ce soit. Ce qu'on observe, en tout cas pour notre part, c'est que le design avec les designers, bah, c'est évidemment fantastique. Et pour rien au monde, on a envie de se passer de designer. Enfin, ça n'aurait aucun sens. On serait totalement incapable de faire ce qu'on fait sans designer au sein de l'agence. Donc, Hmm. voilà, pour nous, c'est pas un vrai débat. On applique, en fait, on mobilise toute la palette du design, l'ensemble des méthodologies du design dans la pratique du droit. Voilà, nous, on D'accord. résout ce problème comme ça. Alors, tout à l'heure, on a évoqué le fait que le client doit être donc impliqué dans le projet, il Très. doit collaborer au projet. Il doit Comment co-créer même. oui, co-créer. Alors, comment on l'embarque et on le convainc, comment on fait pour le convaincre, par exemple, de dédier des équipes et du temps à ça? Alors ça, c'est pas du tout naturel pour des juristes. Enfin, selon les cultures d'entreprise, en tout cas, c'est pas simple. Alors, en effet, c'est là où on fait beaucoup de pédagogie, hein. On ne fait pas d'évangélisation dans le sens où on se contente de répondre aux clients qui viennent nous voir, hein, et on a suffisamment de travail avec ça. Donc, voilà. En revanche, c'est vrai que même les clients qui viennent nous voir avec une demande, c'est là où il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie et de, même au-delà de ça, je dirais d'accompagnement, parce qu'il faut être à la fois ultra clair sur le processus qu'on va mener, sur le fait que ça peut aussi être un peu inconfortable pour eux parfois, euh, et ça se joue beaucoup en ce qui nous concerne sur l'anticipation. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre un temps au démarrage du projet pour parler de tout ce qu'on va faire, pour avoir leur ressenti aussi sur tout ce qu'on va faire, être ultra précis sur chacune des étapes, être ultra précis aussi sur la charge de travail que ça va nécessiter de leur côté, adapter peut-être le rythme du projet au fait qu'ils ont déjà un day job, si ce n'est deux, et qu'on ne peut pas leur imposer trop de charges. Et pour être honnête, c'est vraiment une approche qu'on améliore en continu. Au quotidien, on essaie d'améliorer ça parce qu'on sait que oui, ça peut être chronophage pour les clients, ça peut être parfois compliqué. En même temps, on fait toujours des retours d'expérience après nos projets avec nos clients et à chaque fois, ils ont vécu une super expérience. Donc, voilà, c'est vrai que ça demande plus d'investissement, hein, que d'appuyer sur un bouton et de dire ah, génial. Et en même temps, ils voient complètement la valeur. Ils ont souvent envie de répliquer la méthode. Nous, on les implique aussi beaucoup parce qu'on a envie de leur transmettre du savoir-faire. On a envie de leur transmettre de la méthodologie. Et il n'y a rien de mieux à la fin d'un projet quand le client nous dit ah, mais c'est génial, j'ai une autre idée parce que regardez, on va pouvoir par nous-mêmes appliquer la méthode à un autre projet.
Et Ah oui. ça, moi, c'est ma récompense ultime. C'est que non Mm. seulement on a un livrable, on a mesuré la valeur et on a des clients contents et des utilisateurs Ils ont finaux tellement bien satisfaits, compris le système qu'ils veulent l'appliquer à autre ils chose. se l'approprient et de Mm. façon autonome ou quasi autonome, avec un tout petit coup de pouce de notre part, ils sont capables de répliquer la méthode. Et ça, c'est vraiment la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Est-ce que tu peux nous présenter, enfin, ou nous expliquer un projet qui a été particulièrement mémorable pour tes équipes ou pour le client j'imagine que tes clients sont assez divers, donc Alors oui, en effet, on a une diversité de clients, beaucoup de groupes du CAC 40, pas mal de directions d'innovation aussi. On a la grande chance de travailler pour des institutions culturelles qui sont incroyables, comme la Galerie Serpentine à Londres, par exemple, ou la Galerie Perrotin, c'est une grande chance. On a aussi beaucoup d'entités du service public, et ça nous tient beaucoup à cœur. Et ça m'amène, donc, par exemple, on a pu travailler avec la DILA sur servicepublic.fr, avec l'ENM, j'en ai parlé, avec l'UNEDIC en matière de formation. Et ça m'amène du coup au projet, je crois, qui a été le plus impactant à ce jour pour nous en tant qu'équipe. Et j'espère peut-être pour les utilisateurs finaux, on va le voir dans les mois qui viennent. C'est un projet avec la CNIL. On a eu l'immense chance de gagner un appel d'offres l'été dernier pour un projet fondamental qui est de donner aux mineurs, donc aux enfants et aux adolescents, des clés de compréhension de leurs droits en matière de données personnelles et surtout des clés pour exercer leurs droits, seuls ou avec leurs parents selon leur âge, mais vraiment de s'approprier ces questions et de trouver enfin, du point de vue du régulateur, il s'agit de trouver le bon équilibre entre protection des mineurs qui sont plus vulnérables, bien sûr, mais aussi autonomisation des mineurs qui, mm. évidemment, sont là pour grandir et sont évidemment les citoyens de demain. Donc, il ne s'agit pas non plus de tout faire à leur place parce qu'ils ne vont rien apprendre si on fait ça. Donc, Ouais. c'est cet équilibre assez fin entre protection et autonomisation des mineurs. Ça a été vraiment un projet fantastique mené en à peu près 5 mois où on a pris le parti justement de la co-création totale avec nos utilisateurs. Donc, on a co-créé avec des enfants et des adolescents en plein Covid accessoirement, donc Ah un bah peu oui, sinon c'est rock'n'roll, pas drôle. un peu rock'n'roll sur les conditions matérielles, mais on y est arrivé. Ça a été fantastique parce que ça a été un projet non seulement qui nous a donné l'occasion donc, de créer des interfaces donc, qui vont être en ligne le mois prochain sur le site de la CNIL, qui, encore une fois, autonomisent les mineurs selon leur tranche d'âge. Euh, mais aussi, ça a été, à l'intérieur de ce projet, on devait créer des kits méthodologiques pour les designers, pour que chaque designer qui le souhaite, en France, puisse s'approprier la méthodologie et le répliquer dans son propre projet. Donc, il y a vraiment une logique d'impact le plus large possible de la part de la CNIL. Et c'est pour ça que tous nos livrables seront disponibles sous licence Creative Commons, qui permet à chaque personne qui le souhaite d'utiliser ce qu'on a fait, éventuellement de le modifier, de l'enrichir. Et il suffit de créditer l'auteur et ensuite tu fais ce que tu veux avec le premier livrable. Donc ça, c'est fondamental parce que le problème en matière de protection des données personnelles, c'est déjà vrai pour les adultes qui ne lisent pas, on en a parlé, mais en plus pour les mineurs, c'est qu'il faudrait des armées d'agences de legal design pour résoudre le problème de toutes les chartes de protection des données qui sont parfaitement illisibles, déjà pour des adultes et encore plus pour des enfants, sachant que un tiers des internautes dans le monde sont des mineurs. On n'est pas Ah sur oui, un phénomène ah marginal, oui, un tiers. ah C'est oui. complètement fondamental. Et évidemment, rien n'est conçu pour eux, Ah parce que bah c'est un non. monde d'adultes Oui, c'est un pensé monde par adulte. les adultes. Oui. Et du coup, et en même temps, si on ne saisit pas l'occasion, par exemple, on avait nos plus jeunes utilisateurs, nos 8-10 ans, si on ne saisit pas l'occasion quand ils ont 8-10 ans, non seulement de les sensibiliser, mais de leur donner les moyens d'être acteurs de la protection de leur vie privée, ça va devenir des citoyens qui, à l'âge adulte, vont évidemment Bah, cocher ou ne pas prêter décocher tout, attention. mais voilà, ne pas lire. Exactement, sans réfléchir. Mm. Et in fine, peut-être qu'ils voteront aussi à l'aveugle. Enfin, nous, on y voit vraiment un enjeu démocratique fort, en réalité. Ouais. Et ça, Euh, ce sera applicable quand alors, Marie?
On veut Alors, savoir. à l'heure où l'on se parle, ça n'est pas encore en ligne sur le site de la CNIL. On a extrêmement bien collaboré avec eux. Ils sont fantastiques. Voilà, on ne peut pas être plus reconnaissant à cette institution, mais ils ont leurs propres contraintes et leur propre calendrier. Et donc, ce sera en ligne normalement en juin, peut-être un tout petit peu plus tard. Mais voilà, c'est… À l'été, quoi. Allez, espérons. Espérons. Super, ça c'est Espérons. super, un super scoop. Et alors, moi, je vais te poser la dernière question. Moi, je resterai des heures à discuter, hein, mais ça se termine bientôt. Est-ce que, selon toi, le legal design peut trouver une application à toute problématique juridique? Alors, s'il y a un problème à résoudre, je serais tentée de dire oui, mais seulement s'il y a un problème à résoudre. Je te donne un exemple qu'on cite souvent, c'est ah tiens, si on faisait du legal design sur un SPA. En fait, est-ce qu'il y a un problème avec les SPA? Aujourd'hui, le SPA, c'est un outil par des avocats pour des avocats et ou des magistrats, si jamais ça ne se passe pas bien. On va Mais rappeler ce que finalement, c'est peut-être pour pardon, les un gens. share purchase agreement, donc on est vraiment dans le domaine du Des M&A, fusions-acquisitions. des Ouais. fusions et acquisitions, exactement. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème parce que c'est des avocats qui s'adressent à d'autres avocats. Éventuellement, évidemment, c'est relu par le client, mais qui se fait expliquer les points majeurs et ça va bien comme ça. Il n'y a pas véritablement de problème à résoudre sur un SPA. Mais est-ce que Donc, ça peut pas être aussi un moyen informatif, le legal design? Est-ce qu'il faut forcément un problème à résoudre? Est-ce que ça peut alors, pas être… dans mon approche, et je suis vraiment très influencée évidemment par l'enseignement de l'ENSI, tu as besoin d'un problème à résoudre. Si tu n'en as pas, tu changes de projet. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de plaquer une méthode de résolution de problème sur un truc qui n'est pas un problème. D'accord. Donc, il ne faut pas se tromper de débat. Et souvent, enfin pas souvent, mais Oui, parce on qu'on a, le voit ça, je pense. voilà, Moi, je trouve ça… Mais alors, je ne sais pas si ça s'appelle legal design, mais aussi des infographies explicatives, en fait. Est-ce que ça, c'est du legal design? Il n'y a pas écoute-moi, forcément un problème, mais c'est de l'explication ou une façon de le présenter autrement, un document, par exemple. Tu vois? Écoute, moi, je suis pas là pour être le juge de ce qu'est du legal design ou de ce qui n'est pas du legal Oui, design oui. sur le marché. Tout ce que je peux dire, c'est que dans notre approche, on ne fait pas d'infographie en tant que telle parce que ça ne nous semble pas logique de partir d'une forme prédéfinie pour résoudre tout problème quel qu'il soit. C'est-à-dire que moi, ça me semble un peu contre-productif de se dire que quel que soit le problème que l'on a, c'est l'infographie qui va le résoudre. Mm, C'est le motion design qui va le mm. résoudre. On n'en sait rien. Tant qu'on n'a pas fait cette phase de recherche utilisateur qui est absolument fondamentale dans tout projet, qu'on n'a pas fait soit des interviews, soit de l'observation en immersion, soit un atelier utilisateur avec des profils et des parcours, on ne sait pas à quoi ils sont sensibles. Est-ce que c'est au visuel? Est-ce que c'est un objet tangible? On avait cette discussion avec Orange encore il y a quelques heures. Est-ce que c'est un panel de tous ces vecteurs de communication, parce que certains sont kinesthésiques, d'autres sont sensibles à autre chose, certains ont une mémoire visuelle, d'autres pas. Moi, je n'en sais rien tant que Ouais. je n'ai pas fait mon atelier utilisateur. Donc après, je ne me fais pas du tout le censeur de ce qu'est le legal design ou pas. Je peux juste parler de ce que je fais et de ce qu'on Oui, fait en voilà. tant Toi, dans qu'équipe. ta pratique, il y a une Nous, problématique et on ne comment fait pas faire pour la… d'infographie. C'est-à-dire que si un client qui vient nous voir, et ça arrive régulièrement en disant «Bonjour, je voudrais une infographie sur tel sujet», en tant que tel, on ne le prend pas, ce projet. On essaye de Mm. creuser. OK, pourquoi est-ce qu'il y a une difficulté? À qui vous vous adressez? C'est quoi le problème? Et qu'est-ce que vous essayez de résoudre avec cette infographie? Et Oui, et peut-être peut-être que qu'on tu va trouveras faire qu'effectivement, une il y a un problème illustration. derrière. Mais peut-être que lui, il ne l'a Peut-être pas qu'on… Voilà. identifié. Oui. Exactement. Et peut-être que une des façons de résoudre ce problème, ça va être de l'illustration, mais peut-être pas. Oui, lui, en fait, on part déjà de la solution alors qu'en fait, on ne sait pas où on peut aller, Voilà. quoi. Et pour nous, la façon de résoudre ça, c'est la forme suit la fonction. On définit pas la forme à l'avance. La forme, elle naît de la fonction du document que tu as entre les mains. Est-ce que c'est un document d'information? Est-ce que c'est un document d'action? Si ce que tu essayes de générer, c'est une action conforme, par exemple, en matière de compliance,
Est-ce que l'infographie, elle va te pousser à l'action? J'en sais rien. Donc voilà, la forme suit la fonction. Et on ne peut pas partir de la forme prédéfinie. Alors, c'est ma dernière question. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui sont encore sceptiques quant à l'intérêt et surtout à l'efficacité du legal design? C'est quoi? C'est d'essayer? Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, très honnêtement. Ouais. On propose une méthode, on propose une vision aussi de ce que peut être le droit et sa fonction au sein de la société. On propose. Si ça résonne, tant mieux. Et d'une certaine manière, je respecte aussi le chemin et le cheminement de chacun. C'est-à-dire que ça peut très bien ne pas résonner aujourd'hui, et puis dans 2 ans, ça va faire tilt. Je ne suis pas du tout dans le push par rapport à ça. Je suis contente de partager mon expérience. Mais pour que ça résonne un jour, il faut en avoir entendu parler. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi bien faut que sûr, ça se démocratise un petit peu, quoi. Il faut le vivre, il faut l'expérimenter, et ça, c'est chacun à son rythme, chacun à son chemin. Donc, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Marie, pour cet entretien. Merci. Moi, j'ai appris plein de choses. C'était vraiment passionnant, et je suis sûre que les auditeurs vont être tous subjugués par tes paroles, parce que moi, ça m'a passionnée en tout cas. Donc, merci un grand à toi, merci à toi. Un vrai plaisir. Merci beaucoup, Delphine. Vous pouvez retrouver cet épisode sur mon site Tout droit tout simple et toutes les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Vous retrouverez également en description les références citées par mon invité ainsi que ses coordonnées. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!